Ah oh, tu es 250. Montez, même 200 francs. Toi, tu es un bon citoyen. Montez. Montez seulement. Tu vois, non? Tu as pris les mesures. Le coronavirus reste une réalité. Ne baissons pas la garde, protège-toi et protège les autres en respectant les gestes barrières. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette édition d'information. La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce jeudi 7 janvier 2021 sur les recours relatifs au parrainage et à la prorogation du mandat du président Patrice Talon. Suivez en début d'édition l'avis du consultant politique Agapit Napoléon Maforican sur la décision prononcée. Regard croisé sur l'œuvre sociopolitique accomplie depuis 2016 et perspectives pour 2021, c'est le thème de la visioconférence organisée pour clôturer l'année 2020 par le Cercle de réflexion des Béninois de la diaspora en lien avec plusieurs partis politiques. Et puis, les députés de la 8e législature ont adopté la loi sur la biosécurité. Vous suivrez dans cette édition l'avis d'un expert en biosécurité. Voilà pour le sommaire. C'est par la commune de Pereret que le président Patrice Talon a démarré ce jeudi la deuxième phase de sa tournée de reddition de comptes aux populations. Le chef de l'État a été accueilli avec ferveur dans cette commune du département du Borgou. Il faut dire qu'après Pereret, Patrice Talon s'est rendu à Ndali. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. La Cour constitutionnelle s'est prononcée ce jeudi sur les recours relatifs au parrainage et à la prorogation du mandat de Patrice Talon. La haute juridiction a fait savoir qu'elle n'a pas les prérogatives pour contrôler la volonté du constituant dérivé qu'est l'Assemblée nationale. En d'autres termes, elle s'est déclarée incompétente. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé sur cette décision. Le détail avec Maro Fabiola Boussari. La récente tournée de reddition des comptes du chef de l'État, Patrice Talon, était... Parce que ça fait bientôt 10 ans. Je dois pouvoir dire que la vitalité démocratique de mon pays est toujours en marche et que nous devons continuer de croire à nos institutions, car ils viennent de rétablir une vérité incontestable et nous devons pouvoir dire merci. Et je me réjouis parce que c'est un combat que j'ai toujours mené. J'ai vécu ça très long, puisque je l'ai vécu comme une injustice. Mais aujourd'hui, je crois que ma joie est grande, puisque j'ai suivi de bout en bout la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle. Et comme on a dit, l'espoir est la matière première du succès. Et je constate aujourd'hui que Dieu m'a exaucé et mes remerciements ne sont qu'à lui. Au futur, c'est de comment contribuer à installer encore cette démocratie pour que nos jeunes frères qui sont derrière nous comprennent que notre démocratie, elle va bien. Je me réjouis de la vitalité démocratique du Bénin parce que je croyais en ça. Et c'est le fait que je continue de croire en ça et que j'ai eu aujourd'hui ce résultat. Parce que j'ai toujours dit que mon pays est un pays qui sait ses limites et ses devoirs. Les populations du Zou et de l'Atlantique Nord sont déjà en joie. Et je crois que c'est dans les urnes que l'on sentira ce remerciement de ce peuple qui m'a toujours estimé parce qu'ils savent de quoi je suis capable. Et ils prenaient cela comme une injustice et sont aujourd'hui en joie. Et le remerciement ira à qui de droit. Vous venez peut-être de le comprendre, Désiré Vaudonou, ancien parlementaire, pourra donc désormais se faire élire au Bénin. Ainsi en a décidé ce jeudi la Cour constitutionnelle à l'occasion d'une audience plénière
tenu à son siège. Pour rappel, l'ancien député s'était vu privé de ses droits civiques en 2011 pour des faits à lui rapprocher. Il a donc saisi la Cour à travers un recours pour demander son inscription sur la liste électorale permanente informatisée. Et vous venez de suivre ces appréciations après la décision. Regard croisé sur l'œuvre sociopolitique accomplie depuis 2016 et perspectives pour 2011, c'est le thème de la visioconférence organisée pour clôturer l'année 2020 par le cercle de réflexion de la diaspora béninoise en lien avec plusieurs partis politiques. Comme intervenant principal de cette conférence, le ministre Alain Rolla, en charge de la communication et porte-parole du gouvernement, a passé en revue les grands axes des interventions du chef de l'État durant sa tournée de reddition de comptes. Suivez. La récente tournée de reddition des comptes du chef de l'État, Patrice Talon, était au cœur de la téléconférence organisée par le Cercle de réflexion de la diaspora béninoise. En collaboration avec les partis UP, BR, Moël Bénin, PRD et FCBE, les organisateurs ont souhaité poser leur regard sur l'œuvre sociopolitique accomplie par le président Talon au cours des 5 dernières années et à se projeter sur 2021. Il est vrai que la construction de notre pays est une œuvre successive de longue haleine. Chaque président, depuis les indépendances, a contribué à sa façon à l'entretien et à l'embellissement de la jarre ancestrale en fonction des outils dont il disposait. Mais le constat de tous, après bientôt 5 années de gouvernance, c'est que la vraie thérapeutique pour traiter l'enfant malade de l'Afrique, comme on l'appelait jadis, de ses vices et tares, de ses travers, a été trouvée pour amorcer un vrai développement. Comme intervenant principal, le ministre Alain Rolla a mis l'accent sur le mérite que le président Talon reconnaît au peuple béninois dans le bilan obtenu au bout de ce quinquennat. Ces résultats, surtout ceux qui sont visibles, ceux qui sont perceptibles, les routes, les hôpitaux, les infrastructures, c'est des choses qui sont dues à notre peuple et qui auraient dû être faites depuis des décennies, depuis 60 ans. Et donc, le président Talon ne s'enorgueillit et ne s'attribue aucun mérite d'avoir réussi ou d'avoir réalisé ce peu de choses. Ce dont notre gouvernement est le plus fier, c'est ce qui a été semé. C'est ce qui a été mis sous terre pour ressusciter l'école. Nous avons priorisé la formation technique et professionnelle qui manque tant à notre pays. Les résultats seront là dans 5 ans, dans 10 ans. On a travaillé pour aujourd'hui, demain, après-demain, pour les générations à venir. Ce dont nous sommes et nous nous réjouissons aux côtés du président Patrice Talon, c'est d'avoir restauré la dignité du peuple béninois, qui est un peuple travailleur, laborieux, fier, mais qui a été égaré par de nombreuses années de dilettantisme et de navigation à vue. Après avoir évoqué les résultats obtenus dans les domaines de l'énergie, de l'eau, des infrastructures, ainsi que les réformes engagées, le ministre Alain Rolla a laissé la parole à divers autres intervenants, dont les représentants des partis politiques, qui ont aussi apporté leur regard sur la nouvelle dynamique dans laquelle le Bénin avance désormais sous l'impulsion et le volontarisme du président Talon, avant de répondre à diverses questions. C'est la politique qui a ralenti ce pays. On a parlé d'intellectuels tarés, on a parlé de démocratie Nescafé. La réforme, on ne peut pas conclure, alors qu'elle n'est pas encore totalement expérimentée, à son échec. Le but, ce n'est pas de limiter les partis politiques, ce n'est pas de dire qu'il n'y aura que 2-3 partis au Bénin. C'est d'éviter qu'il y ait pléthore de clubs électoraux. Au cours des semaines et des mois à venir, la diaspora béninoise entend poursuivre sous diverses formes sa contribution à une réflexion constructive sur les acquis du nouveau départ et à l'échéance électorale présidentielle qui arrive à grands pas.
Toutes nos excuses pour la qualité de ces images. La 8e législature a adopté la loi sur la biosécurité, une loi qui vise à combler le vide juridique existant pour la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité. Dr Luc Martin Hunkanri, expert en biodiversité qui a effectué ses travaux de recherche sur les organismes génétiquement modifiés au sein de l'espace UMOA, est acteur de cette loi. Il approuve ici l'initiative parlementaire. Je vous invite à suivre ces explications à travers ce reportage de Elie Adjiran et de Sylvain Ailoto. Le Bénin se dote d'une loi sur la biosécurité. Une loi qui vise à combler le vide juridique existant pour garantir un niveau adéquat de protection dans les domaines de transfert, de la manipulation et de l'utilisation des organismes génétiquement modifiés issus de la biotechnologie moderne. Beaucoup ont travaillé pour que aujourd'hui nous ayons cette loi votée. Enfin, le moratoire de 10 ans que notre pays a connu et qui a pris fin depuis 2013 est en train de partir très loin de nous pour que nous ayons enfin un instrument de biosécurité pour être en phase avec nos engagements internationaux. C'est surtout cette loi-là qui répond enfin à une étape de l'exécution du protocole de Cartagena auquel notre pays est parti et vise essentiellement les mesures de prévention contre les organismes génétiquement modifiés. Pour Luc Martin Hunkanri, expert en biosécurité, l'importance de cette loi n'est plus à démontrer. Il rappelle ici quelques atouts pour le processus du développement durable. Le gouvernement vient de faire, avec notre Parlement, en un mot notre pays, un grand pas dans le domaine législatif. Ce protocole, en son article 2, demande aux partis de veiller à ce qu'il y ait la mise au point, la manipulation, le transport, l'utilisation, la libération de tout OGM dans l'espace se fasse de manière à prévenir ou à réduire les risques pour la diversité biologique en tenant également compte des risques pour la santé humaine. Le gouvernement vient aujourd'hui de se doter d'un instrument législatif pour respecter cet engagement fondamental. À caractère pluridimensionnel, la loi sur la biosécurité permettra non seulement de protéger l'environnement, mais également d'autres domaines de la vie. Cette loi permet le développement agricole, permet également le développement de la santé humaine et même le développement industriel. Cette loi impacte et impactera suffisamment le tissu économique, l'industrie. C'est tout le développement durable qui est en jeu et cela veut dire, lorsque tous ces secteurs sont impactés, que le caractère social est également derrière tout cela et le développement pour le travail. Pour finir, l'expert en biosécurité félicite le gouvernement et le Parlement pour leur contribution à la mise en place de cette loi. Pour lui, cette loi devrait être désirée par tous puisqu'elle participe au développement durable du Bénin. Je vous l'annonçais plus tôt, la Cour constitutionnelle s'est prononcée ce jeudi sur les recours relatifs au parrainage et à la prorogation du mandat de Patrice Talon. La haute juridiction a fait savoir qu'elle n'a pas les prérogatives pour contrôler la volonté du constituant dérivé qu'est l'Assemblée nationale. En d'autres termes, elle s'est déclarée incompétente à ce sujet. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est prononcé. Les détails dans cet élément. C'est une décision historique.
historique qui peut enfin discipliner notre classe politique. Ainsi se résume l'avis du consultant politique Agapit Napoléon Maforika sur les décisions DCC 21-10 et DCC 21-11 du 7 janvier 2021 qui font état de l'incompétence de la Cour constitutionnelle sur les recours relatifs à la prorogation du mandat présidentiel et au parrainage. La haute juridiction a fait savoir qu'elle n'a point les prérogatives pour contrôler la volonté du constituant dérivé qu'est l'Assemblée nationale. La Cour est revenue à ses fondamentaux. Cour constitutionnelle, institution créée par la Constitution, elle reste dans la posture d'un organe institué et s'est refusée à continuer d'évoluer comme certaines cours l'ont fait avant elle, comme un organe supraconstitutionnel. Le constituant, comme le géniteur, l'institution créée est la progéniture. Est-ce que la progéniture peut en imposer au géniteur? Voilà la question. Et la Cour, en répondant clairement, remet le débat du droit et remet la classe politique en orbite pour que le débat se fasse de manière normale. La Cour constitutionnelle s'est donc refusée de se détourner du chemin légal en restant collée au contrôle du respect des procédures. Le contenu n'est pas contrôlé. Parce que le contenu, c'est l'acte du constituant. Qu'il soit un constituant originaire, c'est-à-dire le peuple, ou que ce soit un constituant dérivé, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Le constituant, qu'il soit originaire par voie référendaire, ou le constituant dérivé par voie parlementaire, est un constituant habilité. C'est un constituant crédible. C'est un constituant qui ne se dissocie plus dès que l'acte posé relève de son droit et il a été posé dans les conditions qui font d'elle un constituant. Et voilà, tout simplement, si on a compris ça, ceux qui font ces recours devraient comprendre qu'une fois que l'Assemblée nationale a donné la prise en considération de la proposition et que la révision a pu être acquise au 4/5e de la constitution de l'Assemblée nationale, qu'elle devient un texte imposé à tous et même à la Cour constitutionnelle. Et même parce qu'elle aurait pu retoucher les attributions de la Cour constitutionnelle. La Cour n'aurait pu rien dire. Donc voilà son incompétence. En disant on est incompétent, c'est que nous ne sommes pas, on n'a pas qualité à juger de quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse, parce que c'est ça qui nous crée. C'est la conformité des actes à cette constitution-là que nous jugeons. On ne juge pas de l'applicabilité des contenus de ces actes. Nous ne sommes pas juges de l'opportunité, nous ne sommes pas juges de l'applicabilité, nous ne sommes pas juges du retrait, nous sommes juges de rien en ce qui concerne le contenu. Le contenu est un acte majeur de constituant, donc du peuple souverain. Parmi les requérants se trouvent des juristes. Ont-ils méconnu le principe fondamental du constituant et du constitué? Ils le savent. Mais en la matière, puisque le constitué s'est offert des espaces tellement de liberté au nom du principe que ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours, on a pu penser qu'on doit continuer, mais continuer ainsi, c'est aller d'insécurité en insécurité. La Cour constitutionnelle est donc restée dans sa posture d'institution créée dont la mission est de contrôler la conformité à la Constitution. Elle ne s'est pas permis d'aller au-delà de ses prérogatives. Le consultant politique rappelle quelques décisions antérieures qui font polémique. Certaines cours, dont la Cour de 2006, à travers la décision par exemple 06/14, qui a créé le consensus en valeur constitutionnelle, la Cour de 2006 est allée au-delà et a ajouté aux conditions des articles 154 et 155, voire 156, mais bon, c'est 154 et 155, une condition supplémentaire qui est le consensus, qu'elle a érigé en valeur constitutionnelle. Donc, elle s'est considérée alors plus comme un organe en mesure, qui est habilité à apprécier la conformité à la constitution des actes, mais c'est donner le pouvoir de sortir de son champ pour aller chercher un consensus. Elle s'est comportée comme un organe supraconstitutionnel. Donc, c'est comme si elle existe en dehors de cette constitution, dont elle devient le garant de l'application. Ah non, elle est créée par la Constitution, elle devrait rester dans les champs. C'est comme également comme cette Cour constitutionnelle qui, en 2011, est allée chercher des options fondamentales à la Constitution du 11 décembre, et options fondamentales de la Conférence nationale, en profitant de la promulgation de la loi référendaire, donc à déclarer l'article 6 de cette loi non conforme à la Constitution, tout réserve qu'elle ne comportait pas, elle n'a pas pris en compte les options fondamentales. Or, ces options n'ont d'abord nulle part existé, et même si elles avaient existé,
elles n'ont pas de portée juridique. La conférence nationale n'est pas des états généraux de la nation, ce n'est pas une constituante, la conférence nationale. Je pense que la Cour, en 2021, finit de se remettre vraiment au cœur du contrôle de constitutionnalité et reprend sa place de juge du contrôle de constitutionnalité, de régulateur peut-être de l'action publique et de pouvoir public. Sur le sujet, l'ancien bâtonnier s'est lui aussi prononcé. On suit ses analyses. Lorsque le constituant dérivé a voté la loi sur la révision de la Constitution, cette loi a franchi les étapes jusqu'à sa promulgation. Donc, avant sa promulgation, il y a eu un contrôle qui a été fait par la Cour constitutionnelle, par le juge constitutionnel. Mais ce contrôle, c'est surtout sur le respect de la procédure. Est-ce que, oui ou non, les articles 154, 155 qui autorisent la révision de la Constitution, est-ce que ces articles ont été respectés? Mais la volonté d'aller à révision ne revient pas, il ne revient pas à la Cour constitutionnelle de l'apprécier. Non, il ne revient pas à la Cour constitutionnelle de l'apprécier. La Cour constitutionnelle ne l'a pas fait. C'est-à-dire cette volonté avant la promulgation, sinon le respect de la procédure. Une fois que cette loi a été votée, la Cour a été saisie. Et c'est fort de ça que la Cour dit qu'elle est incompétente pour statuer sur l'applicabilité puisque le travail est déjà fait. Donc, les dispositions de la loi numéro 219 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi numéro 90-32 du 11 décembre 1990 ont déjà fait l'objet d'un contrôle a priori de concessionnalité. Et ce contrôle du juge constitutionnel a porté, comme je viens de vous le dire, sur le respect de la procédure de révision de la Constitution lorsque j'ai évoqué les articles 154 et 155 de la Constitution qui prévoient comment la Constitution, notre Constitution peut être révisée. Donc, ça ne porte pas sur la volonté souveraine exprimée par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'exercice par elle du pouvoir du pouvoir constituant dérivé dont l'appréciation excède les prérogatives de la Cour constitutionnelle. Et c'est ce qui a amené la Cour constitutionnelle à dire qu'elle n'est pas compétente pour apprécier la requête de citoyens béninois qu'il a saisi. Et c'est une décision qui est bien dite. Elle est bien dite parce qu'elle est conforme à ce qui doit être. Parce qu'il ne revient pas à la Cour de se déclarer compétente pour apprécier un domaine qui ne lui appartient plus. Est-ce qu'une loi qui a été votée peut avoir une influence sur une loi ancienne? En matière constitutionnelle, conformément, quand on prend notre code, quand on prend la constitution du Bénin, excepté le volet pénal, il n'est pas interdit la rétroactivité. Le législateur peut revenir sur une ancienne loi, surtout que le problème qui se pose en l'état ne se situe pas au niveau de la rétroactivité, mais c'est des lois transitoires. C'est des lois transitoires qui sont limitées dans le temps pour régler un problème ponctuel. Donc, est-ce que le constituant dérivé a bien fait? Il faut voir, je dis oui. On continue cette édition avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération qui a procédé ce mercredi à la cérémonie de présentation de vœux du Nouvel An. Occasion pour Aurélien Agbenonsi et ses collaborateurs de faire non seulement le bilan des actions menées en 2020, mais aussi des défis à relever lors de cette nouvelle année. Suivez. Sacrifiant la tradition, le personnel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération a présenté ses vœux de Nouvel An au ministre Aurélien Agbenonsi. La santé, le bonheur et la paix, ce sont là les vœux formulés à l'endroit de l'autorité.
Après avoir réaffirmé son engagement dans le travail pour l'atteinte des objectifs, le personnel, par la voix du directeur de l'administration et des finances, a dressé le bilan des actions menées au cours de l'année 2020, malgré le contexte peu favorable imposé par la crise sanitaire de la COVID-19. La tenue régulière avec les partenaires sociaux du ministère des séances du dialogue dont les phases de clôture ont été toujours sous votre présidence. La mise en place très rapide de la commission administrative paritaire du ministère qui tient régulièrement ses séances ordinaires au titre des réformes comme avancée notable, il me plaît de citer la modernisation des outils de travail au sein du ministère, la systématisation de l'utilisation des boîtes électroniques professionnelles, la mise en vigueur des passeports diplomatiques et des services biométriques et la simplification des formalités de leur délivrance, l'allègement des formalités de rétablissement des salaires des agents rappelés de poste. Des efforts constants ont été également déployés pour le rayonnement international de notre pays. Celui-ci accueille désormais le siège de plusieurs institutions internationales, dont entre autres le siège pour la région Afrique francophone de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA. Ce moment d'échange a été également l'occasion de faire quelques doléances pour plus de performances. Le personnel dévoué au département nourrit beaucoup d'espoir de prise en compte de certaines de ces doléances, à savoir l'extension et l'amélioration des primes ou encore le rétablissement de la prime d'heure supplémentaire ou de la prime alimentaire. La question de l'insuffisance de bureaux pour accueillir les collègues rentrés de poste constitue une préoccupation pour vous-même. La question du reclassement des agents revenus de formation et la validation du plan de carrière des agents constitue également une préoccupation. Remerciant le personnel pour ses vœux et son dévouement au travail, Aurélien Agbenossi a invité les uns et les autres à rester dans la même dynamique afin de mieux positionner le ministère au cours de l'année 2021. C'est un ministère des Affaires étrangères, c'est un ministère de souveraineté, c'est un ministère régalien. Et moi je suis fier de vous voir. On ne peut pas être un ministre de qualité si on n'a pas avec soi une équipe qui fonctionne bien. Donc je voudrais vous féliciter pour la contribution qui a été la vôtre. Je voudrais vous féliciter aussi pour la part du sacrifice que vous avez apporté à la table de la transformation de notre pays. Et vous engager à rester dans cette psychologie-là, pour ceux qui y sont déjà, et engager ceux qui n'y sont pas encore à aborder les choses de cette manière-là. Le monde change et nous devons le suivre. Nous ne devons pas le subir. Le ministre a pour fini rassuré le personnel de la prise en compte des doléances pour plus de qualité dans les efforts fournis pour le rayonnement du Bénin. On va au présent aux États-Unis où après une journée de chaos et de violence qui ont interrompu les débats au sein du Congrès suite à l'invasion de militants pro-Trump au sein du bâtiment du Capitole, les parlementaires américains ont validé l'élection de Joe Biden comme président des États-Unis. Je vous invite à suivre ce commentaire pour plus de précision. La victoire de Joe Biden est désormais reconnue par le Congrès américain. Le vice-président républicain Mike Pence a certifié le vote de 306 grands électeurs en faveur du démocrate contre 232 à Donald Trump. Il faut souligner que de graves incidents ont éclaté mercredi à Washington. Dans la foulée d'un discours de Donald Trump, des manifestants pro-Trump ont fait irruption dans le Capitole. Le Congrès a été contraint de suspendre sa session et des policiers à dégainer leurs armes et à faire usage de gaz lacrymogène. Une personne a été blessée par balle selon des médias et des militaires de la garde nationale sont envoyés sur place. Joe Biden a dénoncé une insurrection tandis que Donald Trump a appelé ses partisans à rentrer chez eux. Plusieurs élus du Congrès des États-Unis ont dénoncé mercredi une tentative de coup d'État.
Nous assistons à une tentative de coup d'État encouragée par le criminel de la Maison-Blanche. C'est voué à l'échec, a tweeté le représentant démocrate William Pascrell, faisant ainsi référence à Donald Trump. Il ne s'agit pas d'une manifestation, c'est une tentative de coup d'État, a de son côté estimé l'élu Diana DeGette en dénonçant l'anarchie fomentée par le président. Et puis la Chine travaille en vue d'accroître la production de vaccins contre la COVID-19 tout en veillant à ce qu'ils respectent les normes de qualité. On suit les précisions avec nos confrères de CCTV+. La vaccination de masse est actuellement en cours dans certaines régions de la Chine. Dans la capitale Beijing, le personnel de santé intensifie la vaccination dans les hôpitaux désignés pour les groupes à haut risque. Ces derniers comprennent les travailleurs de la chaîne du froid, les inspecteurs des douanes ainsi que le personnel médical. Après avoir reçu le vaccin, ils doivent rester en observation pendant au moins 30 minutes afin de s'assurer qu'ils n'éprouvent aucun effet indésirable. Je me suis senti bien après l'injection. Les médecins et les infirmières ici sont très professionnels. Je travaille dans la restauration. Je me sentais bien après avoir reçu le vaccin. Je ne me sens pas malade et je n'ai pas vomi. Tout va bien. Les vaccinations ont déjà lieu ailleurs dans le pays depuis mi-décembre, lorsque les autorités ont approuvé la vaccination pour les groupes à haut risque. La Covid-19 est très contagieuse et peut être transmise par voie aérienne. Pour la production des vaccins, il faut des conditions strictes pour assurer la sécurité des vaccins et des travailleurs médicaux. Dans notre atelier de biosécurité de haut niveau, il y a 3 niveaux de protection. Le premier niveau est sur l'équipement lui-même. Il ne peut pas y avoir de fuite du réservoir pour la culture du virus. Le deuxième niveau concerne les ateliers de pression négative qui doivent être stérilisés régulièrement. Le troisième niveau, c'est le bâtiment qui doit être résistant à un tremblement de terre de magnitude 8. Et son alimentation doit toujours être en place. Voici une ligne de production de vaccins contre la Covid-19 à l'Institut des produits biologiques de Beijing, un département de la filiale de Sinopharm China National Biotech Group. La ligne produit 300 doses par minute. Après l'emballage, elles seront transférées dans un entrepôt frigorifique en attendant d'être distribuées au site de vaccination à l'échelle nationale. En vertu des exigences strictes en matière de production, les compagnies pharmaceutiques doivent également fournir des informations complètes et transparentes sur les produits. Chaque vaccin a un code, comme une pièce d'identité personnelle. Il enregistre le processus de fabrication du vaccin. Vous numérisez le code et découvrez à qui il est donné et d'autres informations liées. Les responsables de l'entreprise et les autorités sanitaires chinoises ont exprimé un degré élevé de confiance quant à la sécurité et à l'efficacité du vaccin. Et ils prévoient de le distribuer plus largement dans les semaines et les mois à venir. C'est ainsi que prend fin cette édition d'information que vous pourrez retrouver sur nos différentes plateformes digitales, le site internet www.etelebene.com, la chaîne YouTube et la page Facebook avec les identifiants ETélé-Bénin. Juste après moi, vous pouvez retrouver Romuald Houi pour la suite du Grand Soir, Covid-19 info d'ici et d'ailleurs et la chronique du soir. Ce sont les autres rubriques qui restent pour cette émission. Bonne soirée à vous en notre compagnie.